Merci Benoît. Chers amis veilleurs, aujourd'hui on parle de l'euthanasie et de ces promoteurs que j'ai envie d'appeler des violeurs de vie et des voleurs de mort. Cette loi qui est en préparation ne comporte aucune ambiguïté. Il faut en avoir pleinement conscience et je pense pouvoir vous le démontrer. Cette loi est volontairement et par nature euthanasique et elle est aussi hypocrite que la loi Leonetti de 2005 qui permet déjà d'euthanasier des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Elle n'est qu'une étape et cette loi est explicitement mortifère. Plusieurs points abordés dans cette loi, vous me pardonnerez d'être un peu technique, mais malheureusement c'est en étant technique que vous comprendrez la réalité de cette loi malgré tous les discours. La proposition de loi Leonetti-Claes qui a fait l'objet d'une approbation hier soir à l'Assemblée nationale avant le vote, parce qu'elle n'est pas encore votée, elle ne sera votée que le 17 mars à 16h. Cette proposition a prétendu tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État dans l'affaire Vincent Lambert. C'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire puisque la proposition de loi Leonetti-Claes a prétendu que la décision du Conseil d'État a été gravée dans le marbre dont on fait les caveaux. Mais elle n'est pas définitive, cette décision du Conseil d'État. Elle est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous attendons cette décision qui dira si la loi Leonetti de 2005 est conforme à la défense des droits fondamentaux et si la procédure qui a été suivie pour Vincent Lambert l'est tout autant. Sur le fond, cette proposition prétend tirer donc des conséquences de la décision du Conseil d'État et notamment sur une règle de procédure qui glace le sang. Dans la proposition de loi, il est désormais écrit noir sur blanc qu'il suffira d'un témoignage, un témoignage pour une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, un témoignage qui dirait que la personne qui est actuellement hors d'état d'exprimer sa volonté n'aurait pas voulu vivre dans ces circonstances. C'est la mise en œuvre pratique de ce qu'avait déjà décidé le Conseil d'État dans l'affaire Vincent Lambert et cela a des conséquences très pratiques et qui sont mortifères. Si vous avez un oncle Marcel qui est richissime, que vous êtes son héritier naturel, que votre oncle Marcel est atteint de la maladie d'Alzheimer, et si vous avez la chance en plus qu'il soit insulinodépendant, eh bien il vous suffira d'affirmer la main sur le cœur que l'oncle Marcel vous avait dit un jour à la fin d'un repas, un peu arrosé certes, mais il était parfaitement lucide, qu'il n'aurait jamais voulu vivre dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, à savoir Alzheimer. Et comme vous avez la chance qu'il soit insulinodépendant, eh bien, on va lui arrêter son traitement. Et comme son traitement va être arrêté, il va tomber dans un coma diabétique dont il va mourir. Et voilà comment on va se débarrasser de l'oncle Marcel pour pouvoir gagner des années sur l'héritage. Voilà le premier rapport civilisationnel et civilisateur de cette proposition de loi Leonetti-Claes. Le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, dans la loi Leonetti de 2005, une personne consciente pouvait décider d'arrêter un traitement. Mais s'il arrête ce traitement parce qu'il le fatiguait, parce que, pour X raisons, était susceptible de mettre en jeu sa vie, le Code de la santé publique, issu de la loi de 2005, disait expressément le médecin doit tout mettre en œuvre pour dissuader le patient d'arrêter son traitement. Et ce n'est que si le patient réitère sa demande dans un délai raisonnable que le médecin doit constater l'échec de ses propos et doit arrêter le traitement. Mais il doit tout mettre en œuvre. Et bien dans la proposition de loi Leonetti-Claes, désormais le médecin a un seul droit, c'est de respecter la volonté de la personne d'arrêter son traitement et le médecin n'a plus aucune obligation de tout mettre en œuvre pour essayer de le convaincre. Il doit arrêter le traitement. C'est aussi simple que cela. Nous sommes donc dans un renversement mortifère des valeurs qui fondaient jusqu'à présent la médecine et encore dans la loi de 2005, à savoir que le médecin n'est plus qu'un exécutant d'une volonté mortifère d'un patient. Le troisième point, dans cette loi Leonetti-Claes, dans cette proposition de loi, c'est sur la question de l'obstination déraisonnable pour les personnes hors d'état d'exprimer leur volonté.
Cette proposition de loi ne change absolument rien aux critiques fondamentales que nous avons faites dans le cadre de l'affaire Vincent Lambert. Tout d'abord, il n'y a toujours aucune définition de ce qu'est l'obstination déraisonnable. Je rappelle que jusqu'à présent, on parlait d'acharnement thérapeutique. On a parlé ensuite d'obstination déraisonnable, qui est beaucoup plus large, dans laquelle on peut mettre absolument ce qu'on veut, mais il n'y a aucune définition. Nous l'avions dénoncé au Conseil d'État, nous l'avons dénoncé devant la Cour européenne des droits de l'homme, et cette question est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il est manifeste que le gouvernement n'entend pas attendre ce que dira la Cour à ce sujet. Nous n'avons toujours aucune définition de ce qu'est un traitement inutile. On peut le comprendre, il est évident que du paracétamol pour soigner un cancer, c'est inutile, bien que ce ne soit pas dangereux. Disproportionné, quelle est la notion de proportion? Ça, on n'a aucune définition, et surtout on n'a aucune définition de ce qu'est un traitement qui n'aurait d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. On pourra continuer à mettre à mort des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté en décrétant que l'on est dans une situation d'obstination déraisonnable, et tout cela pourra continuer comme cela se passe depuis la loi de 2005 qui le permet, et Jean Leonetti lui-même revendique, si j'ose dire, 25 000 arrêts de traitement depuis 10 ans sur des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté, et je pose la question de savoir combien y a-t-il de Vincent Lambert parmi eux. Le Comité consultatif national d'éthique avait, dans le cadre de l'affaire Vincent Lambert, critiqué très sévèrement la loi actuelle, et notamment dans son processus de décision collégiale. Il faut savoir aujourd'hui que pour une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin décide seul du point de savoir s'il arrêtera ou non le traitement, et on sait aujourd'hui que officiellement la nutrition et l'hydratation, même données artificiellement, sont considérées comme des traitements. En tout cas, quand ils sont donnés artificiellement, sont considérés comme des traitements. Eh bien, le médecin aujourd'hui n'a qu'une obligation, c'est de faire semblant. Alors évidemment, il y a des médecins honnêtes qui ne feront pas semblant et qui vont véritablement consulter, qui vont essayer de savoir quelle était la volonté de la personne, qui vont consulter la famille, qui vont consulter l'équipe médicale, qui vont consulter la personne de confiance si elle existe, les directives anticipées écrites si elles existent. Mais au final, et cela ne bouge pas dans la proposition de loi, le médecin décidera toujours seul de l'arrêt d'un traitement, de l'arrêt d'une alimentation, d'une hydratation, y compris si des directives anticipées disent « je veux que vous continuiez à me soigner », y compris si la famille est totalement opposée, y compris si l'équipe médicale est totalement opposée. On a fait du médecin quelqu'un de présumé vertueux, et on fait reposer sur lui la décision unique de mettre à mort une personne. C'est évidemment dramatique, ça a été critiqué très sévèrement par le CCNE, mais la proposition de loi Leonetti-Claes n'a même pas ébauché une esquisse d'amélioration de cette question. L'autre problème, toujours sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, la nutrition et l'hydratation données par voie artificielle, par des moyens très simples, très simples, sont aujourd'hui définis explicitement dans la proposition de loi comme étant des traitements médicaux susceptibles d'être arrêtés. On va donc pouvoir continuer à faire du pot de maison en hypocrite. Et tout le reste est inchangé. Tout le reste est inchangé, c'est-à-dire que cette proposition de loi aggrave la loi actuelle pour les patients hors d'état d'exprimer leur volonté. C'est évidemment une régression. Le problème des directives anticipées, on en a beaucoup parlé. On a parlé de deux points principaux. C'est les directives anticipées et la sédation terminale. Concernant les directives anticipées, il faut savoir que là également, on est devant une régression barbare et que s'annonce devant nous une véritable barbarie, mais en blouse blanche. Et je peux vous dire que les robes noires auront beaucoup de mal à pouvoir contrôler cette barbarie-là. D'abord, les directives anticipées écrites ne sont prévues dans la proposition de loi que dans un seul sens. Elles n'auront de valeur que si elles disent « je veux qu'on arrête mes traitements ». C'est-à-dire que concrètement, si vous écrivez des directives anticipées, disant « je veux qu'on continue à me soigner », « je veux qu'on continue à me nourrir et à m'hydrater », je ne veux pas qu'on me mette à mort, je ne veux pas qu'on m'euthanasie de manière active ou passive, ces directives-là n'auront aucune valeur aux yeux de la loi. Elles sont définies à sens unique,
Leonetti et Claes ne veulent qu'on écrive les directives anticipées que pour dire « je veux mourir ». Le deuxième point, c'est qu'elles vont devenir opposables et contraignantes, ce qui est une triple folie. La première des folies, c'est qu'elles sont anticipées par nature. Or, quand on écrit des directives anticipées, c'est que la plupart du temps, on est en bonne santé. Alors la plupart des gens ne le font pas parce que justement on est en bonne santé et qu'on ne peut pas se projeter dans un avenir qui serait fait d'un handicap, d'une maladie ou d'une perte de conscience. Mais ces directives seront nécessairement anticipées. Elles pourront évidemment être écrites quand on apprendra la maladie, donc on pourra se projeter peut-être un peu plus facilement. Mais qui de nous aujourd'hui peut dire je sais ce que je voudrais qu'on me fasse quand je serai dans une situation de vulnérabilité, de handicap, d'inconscience? Personne évidemment, et nous avons des témoignages multiples, mais le plus important, le plus médiatique, c'est quand même celui de Philippe Pozzo di Borgo, celui qui a donné lieu, qui a inspiré le film Les Intouchables, un homme très riche, sportif accompli, qui un jour a un accident de parapente, se retrouve tétraplégique, et il n'y a plus que la tête qui fonctionne. Et Philippe Pozzo di Borgo le dit lui-même, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais demandé qu'on me fasse mourir, mais aujourd'hui, je suis heureux de vivre. Voilà la première des folies qui consiste à réclamer aujourd'hui des Français qui rédigent des directives anticipées, alors qu'on ne peut pas savoir ce qu'on voudra à ce moment-là. La deuxième des folies, c'est que jusqu'à présent, elles étaient valables 3 ans.